Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir, aujourd'hui de recevoir, Vanessa Caraès. Bonjour Vanessa. Bonjour, Hélène, bonsoir. Alors bonsoir plutôt. Donc Vanessa Caraès, est notre experte en finance. Elle est également fondatrice, du média financier, Money et Mindset. Aujourd'hui, on se rejoint pour un webinaire consacré à la gestion de votre patrimoine personnel. Donc, à savoir comment travailler sa relation avec l'argent pour budgétiser, investir et se créer un patrimoine. Alors, je suis Hélène Mendy, ambassadrice régionale de la branche France de GTA Black Woman in Tech, une organisation dédiée à la valorisation des femmes noires travaillant dans le domaine de la tech. Alors, notre mission est d'inspirer, de soutenir et de connecter le monde de la technologie afin de permettre à plus de femmes noires et de jeunes filles de s'épanouir et également d'aider les entreprises technologiques à améliorer leurs performances grâce à la diversité et à l'inclusion. Alors, nous organisons des événements en personne et en ligne régulièrement, offrant à nos membres des opportunités de réseautage. D'ailleurs, nous avons un événement sur l'IA qui est prévu le 10 octobre à Paris. Pour plus de détails, connectez-vous sur notre page LinkedIn. Alors, pour notre audience, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous nous réserverons 15 à 20 minutes à la fin pour y répondre. Donc, Vanessa, je vais te laisser te présenter plus en détail, hein. Je te laisse la main. D'ailleurs, je vais d'abord commencer, par te remercier Hélène pour, l'invitation. Donc je tiens aussi à remercier toutes les personnes de ma communauté, notamment Instagram et d'autres réseaux, qui se sont inscrits, pour cet événement et qui sont venus et qui ne connaissent absolument pas Black Women in Tech et qui ne ont aucun lien avec l'association. Donc ça me permet aussi d'ajouter un petit peu de contexte, pardon. Donc Hélène travaille pour l'association qu'elle vient de vous présenter et j'étais heureuse de venir réaliser cet atelier avec elle parce que je suis donc créatrice du média Vanessa Money et Mindset. Donc sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup d'argent, mais je suis aussi une informaticienne très épanouie. J'ai eu la chance de faire une reconversion professionnelle il y a bientôt 8 ans. J'étais banquière et une banquière assez frustrée et assez malheureuse d'ailleurs. J'aimais beaucoup parler d'argent et gérer la finance, mais dans le métier de conseiller financier, j'étais pas très épanouie. C'était un petit peu difficile et c'est pour ça que j'ai commencé à regarder un petit peu ailleurs. Et finalement, l'IT, c'est un univers, c'est un secteur qui m'a bien accueillie, qui m'a formée, qui me paie très bien. Et même quand je me suis découvert des passions un petit peu infidèle à l'IT, c'est-à-dire que j'ai voulu repartir vers mes premiers amours, c'est-à-dire la finance. J'avais énormément peur que mes collègues qui sont principalement des développeurs, des chefs de projet techniques, des tech leads se moquent de moi, littéralement. Et en fait, pas du tout. Ils ont très bien pris la chose. Ils sont assez curieux. Et donc, du coup, c'est aussi pour moi l'opportunité à la fois de parler de ma passion pour les finances personnelles, qui est aussi un sujet très important, mais aussi de donner l'opportunité aux jeunes et notamment aux étudiantes ou même aux personnes qui connaissent pas très bien l'IT, de dire que voilà, c'est un secteur qui est ouvert, c'est un secteur qui recrute, c'est aussi un secteur qui favorise la diversité et donc pour remercier tous les collaborateurs qui ont pu travailler avec moi sur ce sujet. Ouais. Donc, C'est la bon, raison pour laquelle, de toute manière, on t'a invité parce que tu fais partie du domaine de la tech et donc en fait, notre paramètre quand même, c'est la tech. Donc du coup, tu nous fais tu as une double compétence, comme beaucoup de personnes qui sont dans la tech et donc ça nous fait plaisir, de pouvoir, te mettre en avant et qu'on puisse échanger. Donc alors, pour notre première question, je sais qu'on est très occupés, on est extrêmement sollicités.
On vit une vie à 100 à l'heure, avec le travail, gérer la famille, les enfants, la maison, les loisirs et cetera. Et donc ma question, c'est comment, on peut s'organiser malgré, un emploi du temps chargé? Donc ça, c'est ma question et ensuite c'est, du coup, comment, pérenniser, cette mise en place une fois que tu as réussi à organiser, tes finances, comment tu arrives à le pérenniser sur le long terme, en fait? Hem, Comment est-ce qu'on s'organise pour pouvoir gérer ses finances? Faut savoir que déjà, les finances, c'est un peu la gestion du budget, la gestion des finances, ça englobe déjà pas mal de choses, mais globalement des choses qui font pas forcément envie. Il y a beaucoup de clients qui viennent en coaching, qui travaillent avec moi d'ailleurs et qui, traînent un peu de la patte ou n'ont pas trop envie de faire le budget et beaucoup de personnes que je connais aussi qui sont très motivées au départ avec le fichier Excel et qui, au bout de 3 semaines, en général, abandonnent parce que c'est assez rébarbatif de noter ses dépenses, de les suivre. C'est pas quelque chose d'agréable. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Moi, généralement, comment je le fais avec mes clients ou même comment je le fais pour moi, c'est déjà au niveau du mindset, c'est de se dire qu'on prend du temps pour soi. Si on se dit qu'on prend du temps pour soi et on prend du temps pour s'occuper de soi, se faire du bien, eh bien, gérer ses finances, pardon, suivre ses dépenses, ça va être moins pénible, ça va être moins difficile. Parce que ça commence par ça. C'est exactement comme les gens qui suivent un régime ou les gens qui décident de faire du sport. Si à un moment donné, on ne se pose pas pour prendre le temps de noter, suivre, lire, écrire ce qui se passe et ce qu'on fait, en fait, on reste dans une situation où on a une idée théorique, on a une vision globale de son argent et de son budget, mais on n'a pas une connaissance précise, pointue. Or, en fait, plus on a de projets, plus on veut faire grossir le patrimoine, plus en fait les choses se complexifient. Il y a de plus en plus de fiscalité, il y a de plus en plus de frais, il y a de plus en plus d'impôts, il y a de plus en plus de taxes. Donc il faut vraiment être très vigilant pour pouvoir suivre au quotidien. Donc vraiment, pour résumer, le premier conseil que je donnerais pour pouvoir s'organiser, c'est de se raconter une histoire à laquelle on croit. Et la meilleure histoire à laquelle on peut croire, c'est quand on s'occupe de son argent, on s'occupe de soi. Ça, c'est la première chose. Et prendre ce temps-là dans un second temps. Très bien. Merci beaucoup, pour ce conseil. Heu, et en fait, comment tu fais, en fait, pour savoir où va ton argent exactement? Qu'est-ce que tu mets en place, en fait, à ce moment-là? Moi, je sais que, par exemple, j'utilise, mon compte bancaire. On a les relevés et en fait, on a, la possibilité en fait, on peut voir, par rapport à nos dépenses, où sont attribuées les différentes dépenses. Je sais que maintenant en ligne, sur les comptes bancaires, les comptes en ligne, on a cette possibilité de savoir où vont nos dépenses, financières. Donc moi, c'est un des outils que j'utilise, mais je suppose que tu en as d'autres à nous proposer. Heu, Oui, il y en a de plus en plus, mais après, souvent, c'est des outils qui sont payants. Je crois que de mémoire, il y avait Linkso que j'utilisais il y a quelques années. Il y a aussi, je crois, l'application Banking. Il y en a vraiment beaucoup. Et si on veut pas payer ou autre, il suffit juste d'utiliser l'application de sa banque qui permet de répartir en fonction des différents postes les dépenses que l'on a. Après, moi, personnellement, j'ai tendance à aller même plus loin. C'est-à-dire que ouais. faut voir vraiment la gestion des finances comme un escalier que l'on monte. On va pas tout de suite arriver en haut de la pyramide. C'est vraiment monter marche les unes après les autres. Donc, on peut commencer par regarder ses comptes tous les jours ou tous les 2 jours. Ensuite, on peut essayer d'analyser les différents postes de dépenses. Ensuite, dans un troisième temps, on peut commencer à noter ses dépenses régulièrement sur un planeur ou sur un fichier Excel pour pouvoir en fait mettre en place des budgets prévisionnels. Ça, c'est vraiment le top du top. Quand on est en mesure de mettre en place un budget prévisionnel, de le tenir, c'est-à-dire qu'on respecte les engagements que l'on a pris envers soi-même et de faire un bilan de ce budget-là. Et Ouais. l'autre chose aussi que je conseillerais, c'est vraiment
prendre ce temps-là pour faire le budget prévisionnel et de faire le bilan, ça permet aussi de faire un check-up mindset. C'est, quelque chose dont on parle très peu, mais la relation entre la santé mentale, l'état psychologique, l'état dans lequel on se situe a une influence très importante sur la gestion de ses finances. Je pense que c'est vraiment le truc que personne ne dit, mais c'est comme la nourriture. Il y a des gens qui mangent leurs émotions, et bien il y a beaucoup de personnes qui dépensent leurs émotions. Les femmes sont assez conscientes de ce sujet-là parce qu'elles ont des achats, on parle beaucoup de shopping féminin, on parle beaucoup, c'est même dans les médias, il y a le film L'accro du shopping, il y a le bouquin L'accro du shopping. Voilà, chez les femmes, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez répandu, mais en coaching, j'ai des hommes et c'est vrai que quand je leur parlais de coaching, de mindset, et je leur disais, bon, on va comment s'est passée ta semaine? Qu'est-ce que tu as fait? Au départ, je me souviens qu'ils me regardaient, mais qu'est-ce qu'ils me racontent encore? Et en fait, à force, on s'est rendu compte que les semaines où ils étaient hyper stressés au boulot, on leur mettait beaucoup la pression, eh bien, il y avait quand même plus de dépenses que d'habitude. Donc vraiment, pour moi, le point de vigilance est bien évidemment important pour les femmes, mais il est tout aussi important pour les hommes qui vont pas du tout être sensibilisés naturellement à cette thématique-là, alors qu'en fait, ils sont concernés. Ouais, en fait, c'est notre relation, avec l'argent, en fait, notre relation émotionnelle avec l'argent et donc c'est identifier, en fait, comme on dirait en anglais, les triggers, c'est-à-dire les moments où, on va dépenser plus que d'habitude, en fait et donc en fait, comment ça et en fait, identifier justement ces moments-là, donc ça, c'est la première chose, je pense et la seconde chose peut-être, c'est une fois qu'on les a identifiés, de trouver un moyen de pallier justement, à cette déficience, en fait et de se dire: «Bah, en fait, quand je suis en moment de crise où je vais aller dépenser de l'argent, qu'est-ce que je fais à la place, en fait?» En fait, moi, je parlerais pas forcément de déficience, mais c'est, je dirais plus je parlerais plus de prise de conscience. Mmh. J'ai remarqué que les femmes, en général, elles en sont conscientes, hein. Souvent, «Je sais pas où passe l'argent, Vanessa, je comprends pas» et après, bon, oui, bon, je dois avouer que, elles savent, elles en sont assez conscientes, mais chez les hommes, ce que j'ai remarqué, c'est même pas conscient, c'est même pas quelque chose qui est, c'est même pas un sujet. Ils s'en rendent absolument pas compte. Et donc, du coup, pour pouvoir régler, parce que c'est vraiment possible de le régler Ouais, rapidement et facilement, j'ai remarqué qu'il y a une manière de. En fait, il faut convaincre son cerveau que ça existe, il faut convaincre son cerveau que ça fonctionne comme ça, parce que l'on peut être émotionnellement un petit peu perturbé ou un petit peu stressé, on peut se retrouver plus naturellement à dépenser. Ça veut dire juste analyser, faire le travail d'analyser comment s'est passée la semaine et regarder les comptes bancaires. En général, je l'ai vu en coaching plusieurs fois, quand, les personnes analysent vraiment, les dépenses et me racontent et en parlent, après personne ne peut le faire avec soi-même, hein, tu peux te no faire des notes, sur un journal intime ou sur un planeur et bien, en fait, là, il y a une forme de prise de conscience qui a lieu et on n'a pas besoin de se convaincre ou autre. C'est-à-dire qu'on prend conscience du lien naturellement entre les émotions, ce qui s'est passé dans la semaine et les dépenses qu'on a réalisées. Et à partir du moment où les individus prennent conscience d'une chose, en général, ils mettent en place des actions pour réduire l'impact de ces éléments-là sur leurs actions, tout simplement. d'accord. Ah, c'est une très bonne, c'est un très bon conseil, en fait, de se poser et de se dire: «Bah, voilà, j'ai dépensé plus que d'habitude. Et ça Pourquoi?» mmh. et comment pallier à ça, en fait, tout simplement. D'accord. Très, très bon conseil, de mindset, effectivement. Hem, alors moi, j'ai une autre question et je pars d'un postulat, et je pense que c'est assez récent, le 50-30-20. Donc alors, j'en ai entendu parler beaucoup donc pour moi, en fait, c'est comment tu dépenses ton argent, comment tu gères ton budget, en fait. Donc il y a ce postulat, on part du 50-30 et 20. Donc 50 ça serait, les charges, fixes, donc tout ce qui est loyer, alimentation, transport. On aurait 30 pour, les dépenses dites de loisirs, les sorties, les voyages et 20 pour l'épargne et ça, c'est pour les gens qui gagnent, un salaire, minimal, on va dire ça. Parce qu'après ça peut être un peu plus au niveau de l'épargne selon, ce que gagnent les gens.
Donc, heu, donc est-ce que tu peux me dire que c'est une bonne manière, de pouvoir commencer à épargner en partant, des 20? Heu, quelle est ta stratégie toi, par rapport à l'épargne? En fait, moi, je vais juste avoir un petit peu de réserve par rapport, entre guillemets «au dogme», parce que là, tu parles du 50-30-20, mais il y en a qui parlent du 90-10. Déjà, concernant les faibles revenus, généralement, on est plutôt proche du 90-10 que du 50-30-20, dans le sens où, plus les revenus augmentent, en fait, moins les charges fixes vont peser dans le budget. Donc, c'est de se dire que les gens qui sont en mesure de faire du 50-30-20, il y a même des gens qui font limite du 50-50, hein, Ouais, c'est-à-dire que les charges fixes vont faire 25%, les charges variables vont faire 25%, et ils vont pouvoir épargner et investir 50% de leurs revenus. Donc, c'est vraiment de se dire que pour moi, il n'y a pas trop il y a pas de trop de normes. règles. Ouais. On préconise en général 50-30-20, mais déjà, il faut se le permettre. Mmh. Je trouve qu'en France, il y a quand même beaucoup de charges. Les impôts, surtout, enfin, moi, je suis à mon compte, donc entre les impôts pour le particulier, les impôts pour l'entreprise, il y a quand même beaucoup de charges. Donc, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire du 50-30-20, ou on peut pas le faire tout le temps. Donc, moi, je vais plutôt avoir des réserves. Par contre, après, c'est de se dire que, surtout si on démarre, c'est de se dire déjà, maîtriser, connaître son budget. Moi, j'ai des méthodes dans le sens où on doit maîtriser les charges fixes. En coaching, par exemple, c'est ce que je leur apprends à faire, c'est-à-dire qu'on identifie, on budgétise les charges fixes, et dès que les revenus arrivent, que ce soit le salaire versé par l'employeur ou le salaire versé par soi-même, on a un virement automatique qui va payer les charges fixes, et on ne s'en occupe plus. Et en fait, après, toute l'énergie est concentrée sur les charges variables. Et à partir du moment où on maîtrise les charges variables, on a un budget prévisionnel qui est bien huilé. On peut analyser la capacité d'épargne, mettre en place des stratégies d'investissement, et tout roule. D'accord, OK. Donc en fait, le conseil que tu donnes, c'est déjà au niveau des charges fixes, de faire en sorte que dès que le salaire il arrive, et ben, ces charges fixes, elles sont payées automatiquement. Donc ça, c'est ton conseil, et ensuite avec le reste, c'est essayer de maîtriser les charges, qui sont variables, et du coup, ça nous permet en fait, une fois qu'on a, fait les dépenses variables, ça nous permet d'avoir un capital qui nous reste, et ce capital-là, on va l'utiliser pour épargner. Je parle de connaissance, c'est-à-dire que, Ouais. on maîtrise, on a connaissance des charges, variables. On va mettre en place un budget prévisionnel, et à partir du moment où on a un budget prévisionnel, on connaît sa capacité d'épargne, et D'accord. capacité d'épargne-là va être épargnée en début de mois. Mais c'est vrai qu'il faut quand même toute une période de connaissance, d'analyse, de travaux. Il y a beaucoup de gens qui vont épargner, ça je l'ai vu très souvent. Elles épargnent, je ne sais pas, j'ai beaucoup de clientes qui gagnent 2 700 € par mois, par exemple. Oui, Dès que le salaire arrive, du coup, elles vont virer 1 000 € sur un livret. Et en fait, au fur et à mesure que le mois va passer, elles vont repartir piocher 100 €, piocher, repartir voilà. 100 €. Et en fait, je leur ai expliqué que ça sert à rien de commencer comme ça. Ça arrive parce qu'elles maîtrisent pas leurs dépenses, elles les connaissent pas. Elles connaissent pas D'accord. leurs charges fixes, elles connaissent pas leurs charges variables. Donc en fait, elles mettent de côté un montant qui est complètement, presque au doigt Aléatoire. mouillé. Mmh. Voilà, et en fait, ce montant-là ne tient pas. Vaut mieux épargner, moins, mais ne jamais récupérer l'argent, que Mmh. épargner beaucoup trop et passer son temps à aller piocher, sur, ses comptes, parce qu'à la fin, il reste plus rien. D'accord. Donc en fait, c'est maîtriser vraiment tes charges variables, te dire: «Bah, voilà, en fait, et ça, en fait, tu le fais sur combien de temps? Juste pour donner une idée, si tu veux vraiment commencer à faire ça, sur combien de temps tu analyses, en fait, tes charges variables? Généralement, la connaissance des charges fixes et des charges variables, sur 2-3 mois, ça permet d'avoir une maîtrise parfaite. Mais en 2 mois, c'est bon. Et En même 2 des mois, fois, c'est on n'a pas forcément besoin d'attendre 2 mois, on peut le faire, en 1 mois, en analysant l'intégralité des relevés passés. très bien. Très bien. Bah, c'est un bon conseil, en fait, d'analyser sur 1 ou 2 mois et voir, en fait, au niveau des charges variables, ouais. C'est un très, très bon conseil. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'épargne et cetera, donc, quels sont
pour toi les options, d'investissement, heu, qui seraient adaptées? Bon, en fait, je pense qu'on a tous des profils différents. Donc déjà ça, c'est important de le savoir. Et donc on a aussi des objectifs financiers. Donc par rapport à ça, heu, quelles sont, les options d'investissement? Moi, je sais pas, par exemple, demain, j'ai envie d'acheter un bien ou j'ai envie, par exemple, je sais que mes enfants, arrivés peut-être à 18, 19 ans, ils vont faire des études et donc il faut que peut-être je finance leurs études. Donc j'aimerais savoir, en fait, quelles sont les options d'investissement et les ob et comment on peut avoir des objectifs financiers, en fait, tout simplement. Hem Pour moi, en termes d'options d'investissement, il faut savoir qu'il y a 4 véhicules, principaux. Il y en a d'autres, mais 4 principaux, véhicules qui permettent d'investir. Il y a, l'assurance vie, le PEA, le compte titre et le plan épargne retraite. Après, il y a le contrat de capitalisation, il y a encore d'autres choses, mais principalement, ce sont ces, plus gros véhicules avec lesquels on peut investir. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails techniques parce que j'ai un podcast et une chaîne YouTube dans laquelle toutes les semaines, je fais des épisodes très techniques sur le sujet et il y a toutes les informations technico-techniques. Par contre, aujourd'hui, je vais vous partager plutôt les grandes idées qui vont permettre d'aider à choisir tel ou tel outil pour pouvoir se lancer dans l'investissement. C'est-à-dire que avant de se lancer même dans l'investissement tout court, en général, les banques vous font passer le profil, le test du profil investisseur pour pouvoir connaître votre profil investisseur. Je ne connais plus le terme exact, mais on vous fait passer un questionnaire parce que en fonction, tout le monde n'a pas la même appétence au risque et il y a certaines personnes qui vont pouvoir être investies sur des produits très risqués et bien dormir, entre guillemets, et d'autres personnes qui vont pas bien dormir en étant sur des produits pas très risqués. Donc, la première des choses, c'est de connaître son profil investisseur. Ça revient encore une fois de plus au mindset, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, pour se connaître soi, analyser ses besoins, connaître son horizon de placement et connaître ses projets. Quelqu'un qui, par exemple, a 20 ans, qui n'est pas encore propriétaire de sa résidence principale, mais qui souhaite le devenir, ne peut pas épargner et investir de la même manière qu'une personne qui a 30 ans, 2 enfants, propriétaire de la résidence principale. C'est pas du tout, on peut pas épargner de la même manière. Il faut vraiment, toujours, s'analyser soi et choisir les produits ou s'orienter vers les véhicules d'investissement qui vont correspondre à nos besoins personnels et précis. Les bonnes pratiques de base, des choses par lesquelles on commence toujours, c'est l'épargne de précaution. En général, on préconise d'avoir entre 3 et 6 mois de salaire sur une épargne de précaution, en guise d'épargne de précaution, pardon. Et cette épargne de précaution-là, on peut l'avoir sur un livret. Des fois même, moi, je me dis que si vraiment on a beaucoup de cash, on peut aussi avoir une partie de son épargne de précaution sur une assurance vie. Mais il faut garder en tête que l'épargne doit être quand même liquide. Donc, si on a un contrat d'assurance vie que nos parents nous ont ouvert depuis qu'on est tout petit, qui a plus de 8 ans et qu'on a pas mal de cash, ça ne me choque pas d'avoir une partie de l'épargne de précaution. Si par exemple on est parti sur 8 mois de salaire, d'avoir par exemple 4 mois de salaire sur des livrets et 4 mois de salaire sur une assurance vie. C'est quelque chose qui n'est pas forcément choquant. Après, en termes de quelle stratégie choisir pour investir, c'est comme je le disais, une stratégie orientée sur soi par rapport à ses besoins et on choisit le véhicule d'investissement adapté à soi. Il y a l'assurance vie, hein, le produit préféré des Français. C'est quand Ouais. on a envie d'aller sur les marchés financiers, mais que l'on a aussi très envie de préparer à la fois la fiscalité de la retraite, parce que l'assurance vie, ça permet de préparer, on a les bénéficiaires, donc on peut préparer déjà son décès, pardon, j'ai dit retraite, mais je pensais plus au décès, si jamais on Mmh. décède, on a des abattements qui sont très importants sur l'assurance vie et ces abattements-là, on ne les retrouve principalement que sur l'assurance vie et ça permet aussi d'aller sur les marchés boursiers, d'acheter des titres vifs comme des actions, des obligations. Ça permet aussi d'investir sur des fonds obligataires comme le fonds euro. Donc, c'est-à-dire que de ne pas prendre, on peut
à la fois investir sur des actions ou même des ETF ou même des OPCVM, c'est-à-dire prendre pas mal de risques. Mais si on n'a pas envie de prendre de risques, on peut rester sur des produits de type fonds euros qui sont des fonds obligataires et sur lesquels on a moins de risques. Donc, je pense que déjà, connaître son profil et connaître ce produit-là, ça peut être intéressant pour savoir si si c'est adapté ou pas en fait à nos projets. Ouais, Ensuite, il y a le plan épargne action, qui est donc un produit, une enveloppe fiscale aussi, qui permet d'investir en bourse. La petite particularité du PEA, c'est que on peut principalement investir sur les actions françaises ou les actions européennes. Si tu veux acheter les actions de Meta, tu ne pourras pas le faire avec ton plan épargne action. Donc ça, c'est pareil, c'est se dire en tant qu'investisseur sur quel marché j'ai envie d'aller, quels sont les types de produits que j'ai envie d'avoir dans mon enveloppe et qu'est-ce que je peux me permettre aussi, parce qu'il y a des produits qui sont excessivement chers. Par contre, il y a quand même la possibilité de bénéficier des performances des indices américains sur le PEA, c'est important de le dire, via les ETF. Les ETF, on peut investir par exemple sur le S&P 500 dans son PEA ou le MSCI World, qui sont des ETF assez connus. Après, il y a, et l'avantage, pardon, je finis sur ce sujet, l'avantage du PEA, c'est qu'il y a des avantages fiscaux. Si on garde le PEA plus de 5 ans, on ne paye pas d'impôt sur les plus-values. On va payer principalement les prélèvements sociaux. Et il y a le compte-titre. Le compte-titre, c'est vraiment un produit que j'adore parce que c'est hyper permissif. Si on aime les marchés boursiers, on peut vraiment se faire plaisir. On peut acheter tout ce qu'on veut. Le principal inconvénient du compte-titre, c'est la fiscalité. On a la flat tax sur un peu partout. Donc, du coup, il faut quand même bien s'y connaître et savoir ce qu'on fait, entre guillemets, quand on ouvre un compte-titre. Et après, il y a le plan épargne retraite qui a été mis à jour il y a quelques années. Et la dernière version a un succès fulgurant parce que ça permet à la fois d'aller investir sur les marchés financiers, à la fois de défiscaliser donc une partie de ses revenus et à la fois de préparer sa retraite. Et ce que j'aime bien aussi dans le PER, c'est qu'on peut vraiment de base avoir une gestion pilotée, c'est-à-dire que si on n'y connaît rien, bien, quand on l'ouvre, il y a une gestion qui est déjà de base mise en place, donc ça peut vraiment être intéressant de pouvoir faire travailler, entre guillemets, d'autres personnes sur son PER. J'ai cru lire qu'il y avait une réforme sur le PER qui indiquait qu'il y aura des fonds private equity de manière obligatoire sur le PER. Ce sont donc des produits extrêmement risqués, mais qui peuvent apporter de la performance. Bon, ça, pour moi, je trouve que c'est un petit peu pousser la gestion entre guillemets loin parce qu'on laisse pas forcément le choix au client ou à l'utilisateur ou au propriétaire mmh, d'aller sur du private equity ou non. Mais je trouve que voilà, le PER, c'est aussi quelque chose de très intéressant. mmh, Et en plus, certes, à l'origine, sur ce produit, les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, ouais, mais ils ont mis en place des exceptions qui permettent de sortir si par exemple on veut acheter sa résidence ouais, principale ou si on a un troisième enfant. Donc, je trouve que ça laisse une certaine souplesse qui rend très attractif ce placement. Donc, ouais. ça peut valoir le coup de regarder parmi ces différents produits et d'analyser ses besoins. Ouais. En termes de profil, effectivement, je me souviens, avoir rempli un questionnaire et donc c'est notre appétence ou pas pour le risque et Oui, par rapport à ça, en fait, on est placé dans différentes catégories et donc c'est après, ça. ça va nous permettre justement de voir quels produits financiers, heu, correspondent à nos profils et voilà, tout simplement. Oui, je me souviens avoir fait ça, mais je pense que tout le monde, déjà, c'est la base, heu, Obligatoire. ouais, c'est Tous les obligatoire, voilà, instituts c'est qui ça. proposent des produits d'investissement sont obligés de faire passer enfin, c'est un test, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, mais à tous les clients pour pouvoir leur proposer les produits adaptés, tout simplement. Ouais et en termes de, bah,
comme on parle du plan, d'épargne, retraite, bah, en fait, je pense que déjà c'est un produit, de base, hein, que je pense que toute personne, devrait avoir en fait dès notre plus jeune âge en fait, dès qu'on commence à travailler même, il faut déjà, je pense, c'est un des produits qu'on peut déjà commencer à mettre en place en fait, hein. Dès notre plus jeune âge, dès qu'on commence à travailler, on peut commencer à mettre des petites sommes, sur ce plan d'épargne retraite et au fur et à mesure peut-être augmenter les montants et cetera, sur lesquels, voilà, parce que c'est sur, du long terme, bien sûr et donc peut-être qu'il faut commencer dès qu'on peut, en fait. Dès qu'on a la possibilité, il faut commencer assez tôt, en fait. Moi, je nuancerais quand même un petit peu, Ouais, OK. ton propos parce que, pour moi, prévoir sa retraite quand on est enfant ou prévoir sa retraite quand on est très, très jeune, c'est bien quand on est assez jeune, tu vois? À partir de 25, 20 pour moi, quand on commence à travailler, ça peut valoir le coup, si on a déjà de l'épargne, des choses de côté, ça peut valoir le coup de, au Mmh. moins, ouvrir l'enveloppe et faire des tout petits versements. Des petits versements, voilà, c'est ça. C'est C'est ça. ce à quoi j'ai pensé, en fait. Dès qu'on a, je veux dire une vingtaine d'années, on commence à travailler de façon régulière, Je je me dirais dis: 25 ans quand même. Je dirais 25 ans, je vais nuancer parce que 25 des ans? fois, c'est Ouais, quand même ouais, enfin pour moi, ça ne je vois pas l'intérêt, par exemple, d'ouvrir un PER, vraiment si on n'a pas d'épargne de précaution. Et il y a ouais. beaucoup de gens qui font cette opération, qui font cette action, en fait. Certes, il y a des possibilités de sortie anticipée, mais avoir, du liquide, avoir du cash, c'est important. Il y a une expression qui dit: «Cash is king». Pour moi, c'est pas non plus tant que ça un hasard. C'est important d'avoir du cash. C'est important Mmh. d'investir, mais c'est important d'avoir du cash, ne serait-ce que pour pallier aux coups durs, pour pouvoir, investir quand il y a des bonnes opportunités. Donc du coup, quand l'argent est sur un PER, parfois enfin l'argent est quand même bloqué et bloqué Mmh. très longtemps et c'est pas dit que, c'est toujours les supports sur lesquels, l'argent est investi sont les supports les plus intéressants. Les Donc plus je pense intéressants. vraiment le PER, c'est important de l'ouvrir quand même assez jeune, mais c'est surtout très important de commencer à vraiment bien l'alimenter. Pour moi, quand on a à peu près 40 ans, quand, l'âge de la retraite commence à être un peu visible, D'accord. parce que ça nous a permis d'alimenter d'autres choses, notamment son assurance vie. Mmh. Quitte à choisir l'assurance vie, on peut aussi, préparer sa retraite, on peut sortir en rente, par exemple, Ouais. avec une assurance vie. Donc et il y a quand même, pour moi ça se discute, ça s'analyse. Ouais, ça s'analyse, ouais. Oui, parce que tu as l'assurance vie, tu as le plan d'épargne retraite, donc entre les 2, faut voir ce qui correspond le plus, à ton profil, en fait, tout simplement. Et il y a beaucoup de montages, fiscaux, Mmh. assez particuliers, que l'on fait soit avec le notaire, soit avec le fiscaliste pour pouvoir en fait, payer un minimum d'impôts. Donc ça peut vraiment valoir le coup de regarder, en amont, avec un expert, quelle est l'enveloppe la plus adaptée et surtout pour quel projet en fait. C'est D'accord, ça. OK, d'accord. Hem, donc maintenant, on va passer à la famille et ma question, c'est comment, en fait, mettre sa famille à l'abri, penser au futur et cetera. Donc assurer la sécurité, financière à long terme, tout en équilibrant, en fait, ses dépenses actuelles. Quels sont tes conseils, par rapport à ça? Pour moi, en fait, la vision familiale, c'est vraiment quelque chose qui concerne beaucoup mes clientes, hein, parce que je parle aux femmes. En tant que femme, je parle beaucoup aux femmes et les femmes se préoccupent tout autant que les hommes quand même, mais je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans leurs propos, de la transmission. Et pour moi, du coup, comment, construire un patrimoine que l'on va pouvoir léguer? C'est vraiment, d'analyser, les éléments, pratico-pratiques. C'est déjà avoir, de la terre. Mais je vais pas te faire une réponse entre guillemets, je vais te faire ma réponse personnelle. C'est vraiment mon avis, c'est une position que je prends et que j'assume. Ça passe par déjà, avoir sa résidence principale à un moment ou à un autre. Pour moi, préparer, sa famille, préparer sa succession, ça veut dire déjà, être en mesure d'être autonome soi-même du début jusqu'à la fin et pour moi, la résidence principale est un excellent outil. D'une part parce que normalement, si on fait les choses correctement, à partir d'un certain âge, on a arrêté de rembourser,
le crédit. Donc, du coup, ça veut dire quand même que l'on garde de l'argent et ça permet d'augmenter le budget pour faire énormément de choses. La deuxième chose, c'est qu'on a la possibilité, en étant propriétaire de sa résidence principale, de créer une forme de rente pour quand on sera à la retraite, via principalement des outils comme le viager, c'est-à-dire qu'on vend sa résidence principale un petit peu plus tôt à quelqu'un qui va nous verser une rente. Donc, ça permet déjà en fait de ne pas être dépendant de ses enfants. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est important, d'autant plus que je suis une femme noire et d'origine africaine. C'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup en Afrique. On nous demande de faire des enfants parce que c'est nos enfants qui vont nous occuper, qui vont s'occuper de nous. J'ai pas de problème avec le principe. J'adore mes parents, je suis toujours contente de les gâter et si jamais ils ont un souci, je serai évidemment présente, physiquement et financièrement. Par contre, c'est une chose de savoir que l'on est en mesure d'aider ses parents parce qu'on le peut. C'est autre chose, de se dire qu'en fait, on n'a pas le choix et 2, sans nous, nos parents, bah, ils existent plus. Et pour moi, en fait, préparer, entre guillemets, l'héritage familial ou la succession ou le patrimoine comme ça sur plusieurs générations, c'est décharger nos enfants de ce poids-là. Je pense que c'est vraiment bien d'être essayer d'être responsable là-dessus et donc ça passe par avoir un bien immobilier quelque part pour pouvoir, par exemple, utiliser le viager ou le vendre ou le louer. Bref, l'immobilier, là, je trouve que c'est intéressant pour ça. Après, je ne peux pas ignorer les nouveautés fiscales. Par exemple, la politique de LMNP, loueur meublé non professionnel, qui est un statut que les investisseurs immobiliers appréciaient particulièrement parce qu'il y avait pas mal d'avantages fiscaux. C'est quelque chose qui va être remis en question. Tous les avantages de tous les gens qui ont un bien, qui mettent en place sur Airbnb vont aussi être remis en question. Bref, l'immobilier semble ne pas être très apprécié par le gouvernement depuis un moment. Et cela se ressent d'ailleurs, il y a de moins en moins de constructions neuves. Avec la politique des taux qui a augmenté, il y a eu de moins en moins de crédits immobiliers. Donc, si déjà on peut avoir au moins un bien ou au moins sa résidence principale, je trouve que c'est une bonne chose, sans forcément faire comme sur les gens sur YouTube qui ont 50 immeubles de rapport, 25 millions de lots, voilà, juste un ou deux biens pour pouvoir juste assurer une forme de sécurité, je trouve ça pas mal. Après, il y a, avoir un patrimoine, boursier, que ce soit via l'assurance vie, via le PEA. Il faut savoir qu'en termes d'investissement, l'élément, le support sur lequel, je ne sais pas si on parle de support ou on parle d'actif, j'ai un peu perdu le mot, mais bref, c'est la bourse qui est le plus rentable si on compare toutes les différentes manières d'investissement. C'est la bourse. Donc, du coup, avoir des titres, que ce soit via les ETF, Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, le dit, si tu n'y connais rien en bourse, choisis les plus grands ETF et investis dessus tous les mois. Ouais. Tu perdras pas de l'argent, en fait. Tu en gagneras Mmh. peut-être tu optimiseras pas au max de tous les meilleurs investisseurs, mais au moins, tu te construiras un patrimoine sur le long terme qui aura progressé. Et pour l'instant, les chiffres lui ont donné raison si on regarde les résultats des plus grands indices boursiers tels que le S&P 500 ou le MSCI World. Donc, du coup, il ne faut pas du tout négliger la bourse comme outil d'investissement, que ce soit via l'assurance vie, le PEA, le compte titre ou même le plan épargne retraite. Après, il y a aussi des outils, des véhicules que j'aime beaucoup. Ouais. Le plan épargne entreprise, moi, je trouve ça génial. Donc, Mmh. si tu es une grande entreprise qui a un PEE, faut pas hésiter en fait. Il faut vraiment se lancer. Bon, après, si tu es dans des entreprises comme Nexity, c'est-à-dire qui vont très très mal, c'est peut-être pas le moment de surinvestir là-bas. C'est-à-dire que j'ai donné un exemple concret sans vouloir critiquer cette entreprise dans laquelle j'ai Ouais. travaillé. J'aime beaucoup d'ailleurs, mais c'est vraiment pour donner un exemple, c'est-à-dire que là, c'était la seule entreprise qui m'est venue en tête. L'immobilier va très très mal, donc c'est pas forcément très pertinent, même si on travaille dans une entreprise qui est dans ce secteur-là, d'investir, surtout si l'entreprise a fait un plan de licenciement il n'y a pas si Ouais, longtemps. C'est un exemple. exactement. Ouais.
C'est-à-dire que Je vois ce que le tu veux dire. PEE, si on peut, oui, mais on n'oublie pas le contexte. On analyse le contexte, on prend du recul avant d'investir, tous ses œufs ou tout son argent, dans une entreprise, dans son PE, parce que c'est le PE. Non, faut quand même, prendre du recul là-dessus. Mais voilà, si on est dans une entreprise et qu'il y a un PE et que l'entreprise se passe bien, je trouve que c'est un très bon outil d'investissement, et on peut foncer. Donc ça, c'est la première chose, enfin la deuxième chose, pardon, par rapport à la succession. Et la dernière chose à laquelle on pense peu, c'est avoir des bons partenaires. Et quand je parle de partenaires, je parle de notaires, je parle de fiscalistes. Je pense aussi aux banquiers. Bon, après, tous les agents ne se valent pas, mais il y a de très bons conseillers en gestion du patrimoine indépendants. Il y a de très, très bons banquiers qui sont très experts. Ce sont des spécialistes qui peuvent vous aider dans des actes importants de votre vie, comme les donations, les préparations de succession. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que l'on anticipe, et avoir les bons interlocuteurs permet d'avoir un patrimoine toujours au top. D'accord. Moi, j'ai une question, mais qui est complètement, qui est, au niveau, des enfants, en fait, et de l'éducation financière. Toi, est-ce que tu as des conseils, que tu pourrais donner, aux parents? Parce que déjà, moi, je sais que l'éducation financière, surtout chez nous, bah, en fait, on nous disait simplement: «Mets de l'argent de côté», en fait, c'est tout. Tu vois? C'était ça, notre, le conseil des parents, fais en sorte d'avoir de l'argent de côté, mets de l'argent de côté, mais c'est tout quoi, en fait, et donc quel conseil, ou est-ce qu'il y a des livres, il y a des supports pour les enfants, pour l'éducation financière, des enfants? Oui, il y a pas mal, il y a même, des comptes qui commencent à se créer, hein, pour l'éducation financière des enfants sur les réseaux sociaux. Il y a des jeux, de mémoire, je crois que c'était la Banque de France. J'avais participé à une conférence et ils avaient créé un jeu, pour les enfants. L'éducation financière des enfants, c'est vraiment, hyper important, parce que ça commence par, là, en fait. Pour ma part, je n'ai pas eu d'éducation financière. Je le dis souvent, il suffit de regarder un petit peu mon travail, on sait. J'étais un vrai panier percé. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ce que c'est qu'un budget, comment le gérer, quoi faire de mon argent et de ma vie, plus globalement. Donc, je sais, et je connais les conséquences, et je connais l'impact que ça peut avoir de grandir sans avoir une éducation financière. Et en plus, comme si ça suffisait pas, moi, j'avais beaucoup d'amis, d'ailleurs, il y en a qui font encore partie de mes proches, qui avaient une éducation financière. Donc, quand on était jeune, on n'avait pas, enfin, on était amis, on fonctionnait, on passait du temps ensemble, mais on passait du temps ensemble, mais on n'avait pas, comment dire, on n'avait pas les mêmes habitudes. Et d'ailleurs, même, je me souviens, je pense à une amie, elle faisait des remarques. Je me dis, mais elle a un problème, elle est radine. Enfin, je veux dire, j'étais dans le jugement. Et en fait, non, c'est juste qu'elle avait une éducation financière, elle avait conscience elle avait conscience en fait, de son budget, elle avait conscience de ses limites, et du coup, elle, comment dire ça, elle gérait bien son budget à l'âge adulte. Quels sont mes conseils? Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Sylvie pour son commentaire, qui est que, en effet, la Fédération bancaire française a monté un jeu. J'invite un banquier dans ma classe pour des enfants dès le primaire. Bon, voilà, donc voilà. Mais vraiment, éducation financière des enfants, il suffit de taper sur Google et on a plein d'idées. Moi, les conseils que je donnerais, numéro un, c'est oui, il y a l'association Crésus, avec laquelle d'ailleurs j'ai fait un épisode de podcast qui était génial sur le surendettement. Eux aussi, ils ont des jeux et des choses plus pour les adultes d'ailleurs. Je pense peut-être pour les enfants aussi, mais ça, je m'en souviens plus. Et si je reviens, donc je vais arrêter de regarder les commentaires, sinon je vais me perdre. Si je reviens à mes conseils pour moi, pour les enfants, je trouve qu'il faut il faut déjà que ce soit ludique. C'est comme tout, si on force, c'est comme les légumes, hein, si on leur force à manger les légumes, limite à manger ça par le nez, ils vont avoir un dégoût, et peut-être même adopter des comportements de rébellion. Donc, pour moi, il faut rendre l'éducation financière des enfants fun, et en faire un jeu. Et moi, ma copine, du coup, qui avait une éducation financière, on en a parlé. Je crois que en plus, c'est assez tard, hein. C'est quand j'avais même quitté la banque. Je crois que je devais déjà avoir 29 ans, et un jour, je lui ai Ouais. dit, mais toi,
explique-moi comment ça se fait. Et en fait, elle m'expliquait que déjà, toute petite, elle avait une tirelire. Donc ça, je trouve que c'est top, avoir une tirelire. Ouais, Une tirelire aux enfants, ça c'est tout bête, mais c'est déjà top. Et en plus, avec ses parents, à chaque fois, il y avait des petits jeux. Donc on lui donnait une petite pièce, on lui demandait de faire quelque chose. Et après, elle avait des incitations, c'est-à-dire que voilà, ouais, si la chose bien, on allait lui donner, je sais pas, 10 centimes, 20 centimes et après ces 10 centimes, ces 20 centimes, elle allait les mettre dans, sa tirelire et après en fait, elle allait économiser comme ça et après elle allait pouvoir s'offrir quelque chose et en fait, ça a plusieurs avantages de fonctionner comme ça. Le premier avantage, c'est, d'apprendre aux enfants la, gratification décalée. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est extrêmement toxique, je trouve. ouais, C'est-à-dire qu'on est tout le temps incité à dépenser. Mais exactement. la société ne va valoriser que les gens qui dépensent peu. Il suffit de sortir de chez soi, la boulangerie, le restaurant, le café, le bar, bref, on doit dépenser tout le temps. Mais dès que tu as un quelconque projet, on va te demander: «Est-ce que tu as 30 000 € d'apport? Est-ce que tu as 15 000 € d'apport?» Et pour constituer et les salaires sont pas si élevés. Non Ouais, seulement les salaires sont pas si élevés et on parle d'incitation à l'entrepreneuriat, mais moi qui suis à mon compte, quand je vois les charges, l'URSSAF, les impôts, faut quand même s'accrocher pour pouvoir, continuer de vouloir augmenter ses revenus. Donc c'est vraiment de se dire que, quand on apprend à un enfant de décaler la gratification, c'est-à-dire qu'au lieu de s'acheter un bonbon tout de suite, d'arriver à lui convaincre que c'est bon pour lui d'acheter 10 bonbons dans 2 mois, le convaincre de ça, c'est en fait, l'aider déjà à préparer son éducation financière. Parce que à l'âge adulte, faut le dire, pour pouvoir avoir un budget qui permet de réaliser des projets, beaucoup, ça nécessite quand même beaucoup d'apports. Pour beaucoup, même si les salaires sont élevés dans l'IT, les salaires sont élevés. En tant que banquière, je me souviens encore très bien des salaires et je sais que dans l'IT, c'est un secteur dans lequel les salaires sont le plus élevés. Mais même si on gagne 4 000, 5 000, 6 000 € par mois, entre les impôts, les sorties, l'inflation et bah, si on est célibataire ou si on a des enfants, ça peut vite devenir juste, en fait. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui gagnaient 10 000 € par mois, qui étaient à découvert tout le temps. Il fallait vraiment travailler et en fait, ils géraient pas de budget. Et il y a un truc de très dangereux de se dire que si et ça se voit que ces personnes-là n'avaient pas appris à gérer cette histoire de gratification enfant. Parce que justement, ils se laissaient tromper par l'idée de se dire que: «Ah mais je gagne 5 000 €. Ah mais je gagne 10 000 €. Donc je peux me permettre». Bah non, en fait, au contraire, plus tu as des gros revenus, plus tu vas être, tenté, plus l'entourage aussi va s'attendre à ce que tu aies un certain lifestyle et moins, en fait, tu vas pouvoir épargner pour pouvoir atteindre les objectifs financiers que tu t'es fixés, si tu t'en es fixé. Voilà. OK. Très bien, merci. Hem, donc je sais que tu as, des programmes en place, tu accompagnes, des personnes, et donc quelle sorte de programme, as-tu mis en place? Comment ça se passe? Pour que notre audience sache un petit peu, ce que tu fais, au quotidien, on va dire ça. Oui, 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 oui. En effet, c'est vrai que je tenais quand même à préciser que cet atelier, c'était pas une masterclass pour vous vendre un programme. J'étais vraiment Mmh. contente de participer à ça et par contre, parler de mes offres parce qu'elles sont assez récentes et c'est aussi une bonne chose, c'est de se dire que, moi, j'accompagne les femmes et les hommes. J'avoue que certains de mes clients étaient, un peu sur la défensive. Je pense à un monsieur qui était venu me voir, il m'avait dit: «Je suis un homme, mais j'ai le droit aussi» et en fait, je m'étais dit que je vais préciser ça, c'est que oui, j'accompagne les femmes et les hommes. Je m'adresse principalement aux femmes parce que, on est dans une société où je trouve qu'en tant que femme, on a aussi besoin d'avoir une attention particulière. On a aussi besoin d'avoir quelqu'un qui parle de nos problèmes très précisément. Mais, j'accompagne les hommes, depuis à peu près 1 an et demi maintenant. J'ai toute une promotion qui est en train de sortir là, septembre, certains ont déjà pris leur envol, pour les autres, ça va se terminer ce mois-ci. C'était principalement des coachings, en one to one et d'ailleurs les formules évoluent. Je vais passer en coaching groupé tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'ai fait des tests avec les groupes et j'ai fait des tests avec le one to one. Eh bien en groupe, ils avancent plus vite, ils se challengent, il y a l'esprit Ouais, de
groupe, il y a un petit peu, entre guillemets, «la compétition». Ils comprennent un petit peu mieux, les processus et comme, je parle beaucoup de mindset, en fait, quand on était en one to one, des fois, l'aspect mindset prenait un peu trop de place, pardon, sur l'aspect budgétaire. Donc là, maintenant, j'ai, une formule d'accompagnement, principalement de groupe dans laquelle, j'accompagne les hommes et les femmes à, reprendre en main leur budget et travailler la relation qu'ils ont avec l'argent et Ouais, investir. L'initiation et les bases de l'investissement. C'est vraiment ce que d'accord. je fais. OK, très bien. Bah, oui, je voulais juste que tu nous précises parce que c'est tellement vaste que, Oui. il fallait un peu recadrer au niveau des programmes ce que tu proposes. Comme ça, en fait, les gens qui nous suivent, s'ils sont intéressés, ils peuvent te contacter directement et voir si c'est quelque chose, que tu peux faire pour eux. Donc maintenant, je ne sais pas si tu voudrais rajouter d'autres choses parce qu'on va Ouais, prendre les questions? oui, je voudrais bien rajouter quelque chose. Oui, Je viens de finir, je ne l'ai pas encore, mis en vente, un planeur, qui est vraiment, basé sur ma méthodologie de coaching. C'est-à-dire que dans le planeur, on va analyser la relation que l'on a avec soi-même, sa semaine, comment s'est passée la semaine, comment s'est passé le mois et on va pouvoir après noter et suivre ses dépenses. J'ai créé ce produit parce que, je me suis rendu compte que tout le monde n'a pas forcément envie de faire un coaching, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se faire coacher, tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'énergie de voir quelqu'un. Par contre, les gens peuvent avoir envie de travailler entre eux et eux-mêmes leur mmh, relation à l'argent et donc je suis très, très fière de ce planeur que j'ai ouais. terminé le mois dernier et je vais bientôt le présenter à ma communauté. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des DM pour en savoir plus. Ouais, ouais, ouais. Donc, de toute manière, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin, demain ou dans la semaine, on enverra, un mail, à tous les participants et du coup, ils auront tes coordonnées et puis, voilà, ils pourront te contacter directement, non seulement par rapport au planeur, mais aussi, s'ils veulent, avoir, un coaching, de groupe, justement, qui va bientôt commencer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux questions. Je vais voir s'il y a des questions dans l'audience. Donc il y avait une première question, ça c'était au tout début, de Adila, qui voulait savoir quel est le meilleur support pour investir? Le PER m'intéresse, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait être imposable dessus. Merci. Heu, Est-ce qu'on peut être oui, quand on sort de les fonds, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, la défiscalisation du PER, c'est une défiscalisation qui est, décalée, en fait. Donc, on part du principe que, l'argent que tu investis sur le PER, tu vas défiscaliser dessus parce que quand tu l'investis, tu es au top de ta tranche marginale d'imposition, en fait et que quand tu vas vieillir, normalement tes revenus vont baisser et normalement tu as vocation à payer un peu moins d'impôts, donc l'argent que tu vas récupérer, il peut être fiscalisé. Après, tu as aussi la possibilité, ah merci Sylvie qui me rappelle que oui, j'ai un guide, oui, j'ai créé un guide qui est gratuit, et que tout le monde peut télécharger d'ailleurs, il y a après D'accord. à ma newsletter et pour revenir juste sur le PER, il y a la possibilité de verser de l'argent et de le récupérer à la fin, quand on casse le PER sans fiscalité, mais ça veut dire qu'on ne bénéficie pas des avantages fiscaux à l'origine. Mmh. Voilà. Ouais, OK, très bien. Je vais voir, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Non, il y a pas d'autres questions. Est-ce que, je vois, il y a pas d'autres questions. Ah oui, au tout début, on parlait, on demandait à l'audience à propos, du postulat, tu sais, des 50-30-20 et justement, on demandait à l'audience, quel est votre profil, en fait, par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous donner nous donner leur avis, écrire rapidement? Et pendant que je prends une autre question, est-ce que vous pouvez, si vous le voulez bien, nous dire dans comment vous vous situez au niveau du postulat, du 50-30-20 et savoir où vous vous situez vous? Alors maintenant, il y a une autre question de Léonide qui me demande: «Est-ce qu'il est trop tard, pour commencer à épargner après 45 ans?» Évidemment que non, Léonide, moi je me rapproche des 45 ans. Donc déjà à 45 ans, parce que même la question c'est comme si, 45 ans non, non, 45 ans, on est quand même encore assez jeune. On n'est Surtout pas maintenant, vu oui, qu'on c'est ouais, pour ça que je
45 ans, bon, je m'en rapproche, j'exagère un peu, mais quand même, j'ai la trentaine bien passée et dépassée, donc du coup, non, non, il n'est pas trop tard et puis 45 ans, c'est vraiment, on peut commencer. C'est pas enfin, j'ai même envie de dire: «Attention à ce genre d'idée, on n'est pas vieille, à 45 ans, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard du tout» et j'ai envie d'aller plus loin en disant même qu'on peut encore avoir des prêts immobiliers et j'avais même participé à un atelier où j'avais vu une femme qui avait réussi à avoir un prêt immobilier sur 25 ans après 45 ans. Donc non seulement tu peux commencer à épargner, mais tu peux continuer à investir et je t'invite à pas modérer tes ambitions en fait, tout simplement. Juste peut-être sous prétexte que l'âge avance, si je peux donner un petit message d'encouragement, Ouais et puis après aussi, peut-être qu'à 45 ans aussi, on a quand même, au niveau du salaire, vu que bon, on est censé avoir commencé à travailler peut-être à 25 ans, peut-être qu'on a aussi un salaire qui est beaucoup plus conséquent que quand on avait oui, 25 ans. Donc déjà au niveau de l'épargne, peut-être qu'on a un peu plus de capital que quand on commence à 25 ans. Donc voilà. c'est Donc ça il est jamais trop tard, et pour j'avoue épargner, hein. et Ouais investir. C'est et vraiment investir, exactement. voilà, l'épargne va te permettre de protéger ton capital, va te permettre de ne pas forcément prendre de risques, mais dynamiser ton capital, ça va principalement passer par l'investissement. Et Ouais, merci beaucoup Sylvie, Sylvie qui est dans les commentaires. Sylvie, ouais, c'est une, on n'a pas fait la promotion en même temps, mais on a fait la même école de commerce et elle a d'accord. à mon épisode de podcast et je recommande beaucoup Sylvie. D'ailleurs, c'est des épisodes sur la retraite et sur la prévoyance, des sujets qui, intéressent beaucoup mon audience. Elle, agente de prévoyance AXA, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez envie de faire des placements, investir dans une assurance vie, préparer la retraite ou autre. Là où moi je vais coacher et accompagner pour aider en fait à voir clair, Sylvie pourra vous proposer directement des contrats. Donc, merci beaucoup Sylvie. Alors, j'ai une autre question. Donc: «Bonsoir mesdames, j'ai tout à refaire, tout à revoir, concernant ma situation économique et j'ai bien l'intention de bénéficier de l'accompagnement de Vanessa. Cependant, développer plusieurs sources de revenus, ça aide?» C'est une question qu'elle pose. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, cette idée-là, qui est que, il faut gagner plus, il faut gagner plus pour, bien s'en sortir, entre guillemets. Et c'est vrai que la situation actuelle, l'inflation et autres, vraiment, on a tous qu'une idée en tête, c'est augmenter nos revenus et oui, ça aide. Par contre, pour le coup, c'est vraiment hyper important, de en fait, indépendamment d'augmenter ses revenus, indépendamment de diversifier ses sources de revenus, apprendre à gérer son argent, en fait. Et hem et en fait, j'ai même envie de dire que si on gagne plus sans avoir appris à gérer son argent, c'est vraiment la catastrophe. Parce que, je pense par exemple, dans mon secteur, aux gens qui passent indépendants. Ils étaient tout le temps, limite dans le rouge, ils étaient tout le temps dans le rouge en tant que salariés, des ESN ou en tant que salariés, en CDI chez le client final entre guillemets et du coup, ils passent à leur compte en se disant que ça va être la fête. Généralement, la fête, elle dure 1 an ou 2. Dès que l'URSSAF passe, et les impôts passent, non, en fait, on se rend compte que, on n'a pas bien géré sa trésorerie, que l'on a mal anticipé, sa TVA. Oui, la TVA qui fait beaucoup de mal aussi. Donc en fait, ça, c'est des problématiques que l'on n'a pas si on a appris à gérer ses finances, en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours prêt à réagir en cas de coup dur. Donc voilà, développer ses sources de revenus, ça aide. Diversifier ses sources de revenus, ça aide, mais ça ne remplacera jamais une bonne gestion budgétaire. D'accord. Je crois qu'on a répondu à la question, Amanda. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne pense pas. Ah oui, il y a Ida qui disait qu'elle, elle épargnait 25 car elle a un prêt immobilier, justement. Bah, c'est déjà pas mal là avec un prêt Ouais, immobilier. ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. OK. Très bien, je pense qu'on a fait le tour. Alors attends, bonsoir, je suis désolée si le sujet a déjà été évoqué. J'ai pris la présentation en cours. Voici ma
ma question. Par quoi commencer si on a déjà une assurance vie et que l'on veut diversifier son épargne investissement? Par quoi commencer si on a déjà une assurance Ouais, vie? C'est pas tellement tant que ça que le produit, en fait. Est-ce qu'on a déjà de l'épargne de précaution ou est-ce que l'épargne de précaution est sur l'assurance vie? Est-ce que l'assurance vie est vraiment intéressante? Sur quel support on est sur l'assurance vie? Peut-être que des fois, on n'a pas besoin d'ouvrir une nouvelle assurance vie, peut-être ouais, juste arbitrer, changer les supports, passer sur des ETF exactement. PCVM. En fait, ça passe par déjà analyser le contrat qu'on a et voir à quel point il est pertinent. Après, Ouais, la deuxième chose est quels sont nos besoins, quels sont nos projets. mmh, Oui, si tu as une assurance vie et que tu as 25 ans et que tu veux acheter ta résidence principale dans 2 ans, bah non, on va pas ouvrir un PEA. mmh, Par contre, si tu as déjà ta résidence principale et que, bon, en termes de revenus, ça va, tu as bien épargné, tu as de l'épargne de précaution, pourquoi pas partir sur des produits ou de la bourse. Et puis, il n'y a pas ouais, que la bourse, il y a aussi la pierre papier, les SCPI. mmh, Certaines SCPI ne vont pas très bien, principalement les SCPI qui sont orienté immeuble de bureau, dans l'ancien, c'est vrai. Mais il y a encore, pas mal de SCPI qui vont très bien et qui proposent de beaux rendements, et c'est de la pierre papier, c'est complètement passif et on a des revenus locatifs et si on intègre ça dans une assurance vie, on a à la fois des revenus locatifs, à la fois un contrat d'assurance vie qui est diversifié, donc ça peut et en plus, c'est un support qui est assez liquide au sein d'une assurance vie. Donc en fait, par quoi commencer? C'est pas par quel produit commencer, ça commence par analyser tes besoins et quel est le produit le plus adapté. Et mmh, là, d'accord. Merci, je pense que c'est bon, on a répondu, à ta question. Missé, je crois, c'est comme ça que la personne s'appelle. J'espère ne pas avoir écorché, le prénom. Bah, écoute, on est déjà arrivé à la fin du webinaire et donc Vanessa, j'aimerais te remercier, pour cette heure qu'on a passée ensemble. Ça nous a permis de poser les bases en fait, et le mindset parce que je pense que c'est par où il faut commencer et c'est ce de par où on a commencé déjà dès le début, c'est le mindset avant de pouvoir ensuite, commencer à peut-être budgétiser, épargner et cetera et analyser aussi, avoir aussi, pouvoir analyser ses comptes, comme on le dit, pour pouvoir savoir où on va. Voilà, je te donne le dernier mot de la fin, pour nous dire est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Et ensuite on dira au revoir à tous les participants, du live. écoute, merci encore pour l'invitation. Je te cache pas que j'étais très stressée. Ouais, Je fais très peu de live, c'est fait exprès parce que je suis pas toujours hyper à l'aise, en public. Donc là, avoir ton visage souriant, c'était très rassurant et très agréable. Je tiens à remercier aussi beaucoup les membres de ma communauté, principalement sur Instagram et mon groupe WhatsApp qui sont venus pour, à la fois, assister à ce webinaire, et voir aussi ce que je peux dire en direct. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis sentie très entourée. ouais. J'avais préparé une présentation PowerPoint, hein, mais finalement, il n'y a pas eu besoin. Donc, ça veut dire que c'est passé très vite et que ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, on a fait 1 heure, c'est passé très vite, je l'avoue et bah, écoute, tes réponses ont été très pertinentes. Je pense que, les gens vont repartir avec, de bons conseils et en fait, bah, écoutez, Vanessa, est-ce que tu peux nous donner, le nom de ton compte Instagram, ton compte LinkedIn pour que les gens puissent se connecter et ensuite nous, on enverra un mail, avec tes coordonnées bien précises, hein? Oui, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, Vanessa Money Mindset. Je parle beaucoup de mindset et Mmh, d'argent. Après, vraiment sur YouTube aussi, j'ai lancé ma chaîne, sur laquelle on peut voir les vidéos que je poste et c'est des vidéos qui sont extraites de mon podcast. Mon podcast a déjà fait 20 000 écoutes. J'ai du mal à y croire, c'est énorme. ouais. Et en fait, je rentre un peu plus dans le détail. Vraiment, je décortique absolument tout. C'est du contenu gratuit. Je suis passionnée par ça, donc n'hésitez pas à aller, regarder ce que je fais. Ça vous trouverez beaucoup, beaucoup de réponses à vos questions. Je fais aussi intervenir des experts, le plus que je peux. Sylvie, par exemple, qui est agent de prévoyance AXA, est venue, mais j'ai aussi, des avocats, des fiscalistes, des, in des, j'ai même pas en tête des comptables, des experts Oui, comptables.
Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à les regarder. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus gratuits que j'ai créés, qui sont déjà, disponibles. En plus de ça, j'ai écrit un guide, un e-book dans lequel j'explique vraiment comment travailler sa relation à l'argent. C'est gratuit, j'en ai même écrit 2 Mmh. et sinon j'ai ma newsletter, toutes les semaines, vous pouvez recevoir des infos sur l'argent. Voilà, OK. voilà. Bah, écoute, Vanessa, merci encore, d'avoir accepté, notre invitation et on se retrouve à bientôt, pour, l'audience. Comme je vous l'ai dit, on a notre événement au mois d'octobre, le 12 octobre, qui est sur l'EI et donc c'est sur, la relation entre, l'innovation, l'inclusion et l'EI et on va parler de ça, avec, 3 autres intervenants et dont je serai la modératrice. Donc on se retrouvera pour ceux qui sont intéressés, le lien est dans, est sur notre page LinkedIn et vous pouvez vous inscrire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à toi Vanessa et à bientôt. Au À bientôt. revoir tout le monde. Au revoir.